Alors maintenant, on va intervenir sur le cadrage et le choix de la focale. Parce que le cadrage, cela va influencer directement la façon dont on place le sujet dans son image et la façon dont on veut éventuellement transmettre une idée, un point de vue. Par exemple, si je fais un portrait au grand angle, il n'aura pas du tout la même, je dirais, la même force qu'un portrait au télé, il n'évoquera pas forcément la même chose. Donc le cadrage et le choix de la focale, c'est important. Je dirais même qu'il faut anticiper son cadrage avant de faire la photo. Et pour ça, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on peut obtenir. Cette photo a été faite au même endroit, ici avec un très très grand angle, et ici, j'ai simplement multiplié par 2 ma valeur focale. Alors après, je vous montrerai, je vous expliquerai un peu tout ça. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir. À 12 mm, mon rendu n'est pas du tout le même qu'à 24 mm. Ça n'a rien à voir. Là, on a quelque chose de très graphique, avec des belles courbes, un côté un peu sympa, un peu dynamique. Et là, la photo paraît plus immobile, plus figée, mais plus respectueuse des lignes réelles en réalité, hein, du sujet réel. C'est assez simple. En fait, le 50 mm, c'est la valeur intermédiaire. C'est ce qui situe finalement la perspective classique en photographie. Tout ce qui va se situer en dessous de 50 va être plutôt dans le champ grand angle, et tout ce qui va se situer au-dessus de 50 sera dans le champ petit télé ou grand télé. Alors, quand je parle de focale, il y a un piège, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'appareils numériques n'affichent pas ces focales-là en réalité. Si je prends un réflexe numérique classique, j'ai des valeurs sur l'optique qui ne correspondent pas à ces valeurs-là. La plupart des réflexes ont des capteurs APS qui sont plus petits que le film argentique 24-36. Et les focales que vous voyez ici sont traduites selon le système des pellicules argentiques 24-36. Donc il faut traduire la focale. Vous avez un facteur correctif appliqué sur la focale qui s'inscrit sur le zoom. Il est de 1,5 ou 1,6. Ce qui veut dire que quand vous voyez par exemple sur votre zoom marqué 35, valeur 35, en réalité il faut multiplier 35 par 1,5 ou 1,6 et ça donne à peu près un 50. C'est-à-dire que la focale que vous croyez être un 35 est en réalité un 50 dans le système standard normalisé en 24-36. Alors on a un autre type de capteur, c'est le capteur plein format, qui est un capteur de taille 24-36. Lui, quand vous lui mettez un 50, ça reste un 50. Quand vous mettez un 35, ça reste un 35. Mais attention, la plupart des réflexes et des hybrides que nous vendons, il y a un facteur correctif appliqué à la focale pour savoir dans la valeur classique où on en est. Voilà, donc à gauche, le grand angle, à droite, le télé. Donc plutôt le grand angle pour le paysage, et le télé, ça va être pour le portrait, ou prendre des détails dans le paysage, des choses comme ça. Alors on parlait des focales, donc on rejoint directement le choix de l'objectif, puisque à chaque focale va correspondre à un objectif particulier. Il y en a beaucoup. Donc il est intéressant de se poser la question, quel objectif utiliser pour quel usage? Ça dépendra de chacun, évidemment. Donc ici, par exemple, j'ai utilisé un fisheye. Donc le fisheye, c'est sympa, ça permet de dynamiser un peu les lignes de fuite, d'avoir des perspectives très originales. Alors il ne faut pas trop en abuser parce que ça devient vite lassant. Mais parfois, dans certaines conditions d'architecture urbaine, par exemple, ça peut être intéressant. Là, c'était intéressant parce que si j'avais fait la même photo avec un grand angle classique, j'aurais eu cette partie-là, je pense. Donc j'aurais pas eu cet effet dynamique avec les pattes d'araignée et les immeubles en arrière-plan. Puis cet effet circulaire, voilà. Donc parfois, le fisheye est une optique intéressante dans certains cas de figure. Alors là, on est plutôt dans le grand angle classique, on va dire entre 20 mm et 35 mm. Ça permet d'étirer les perspectives. Donc là, c'est facile, hein, c'est tout ce qui est paysage. Ça peut être aussi pour la photo d'intérieur. Voilà, donc là, on est, je dirais, en dessous de 35 mm. Selon moi, on se situe dans le grand angle. Ici, on est sur une 35-50, je dirais, c'est une focale un peu moyenne, qui est intéressante parce qu'elle permet de faire un peu tout. Si vous avez qu'une seule focale à emmener quand vous voulez faire des photos en vacances
Par exemple, vous prenez un 35 mm par exemple et vous pouvez faire un peu de tout avec. C'est une focale très intéressante qui peut s'accommoder de pas mal de sujets. Elle est assez moyenne, elle est un peu intermédiaire entre le très grand angle et le télé. Donc c'est un peu passe-partout, moi j'aime bien. Donc par exemple, là, cette personne, si je l'avais photographiée avec un grand angle plus large, j'aurais eu beaucoup trop de choses autour d'elle. Donc éventuellement les gens assis à droite ou à gauche, les personnes debout. Si j'avais choisi un télé plus long, par exemple un 80 mm, j'aurais eu le visage trop serré. Là, comme ça, j'ai une perspective neutre, standard. C'est une focale qui s'adapte à beaucoup de sujets en fait. Donc là, avec un télé un peu plus puissant, on va pouvoir s'approcher plus près du sujet. Donc là, j'étais dans la rue, je ne pouvais pas trop m'approcher parce que c'est pas toujours facile de se mettre face à des personnes dans la rue qu'on ne connaît pas. Donc le télé permet de prendre de plus loin sans avoir trop à déranger le sujet, je dirais. Bon, on peut s'en servir dans d'autres cas de figure. Voilà, donc pour du portrait ou du petit télé, je vais plutôt me situer sur une focale entre 85 et 200 mm. Au-delà de 200 mm, je vais être dans de la photo type animalière, sport, choses comme ça. Oui. Avec le 50 mm, si vous achetez un 50 mm sur votre réflexe, ça donne en réalité un 80. C'est un 85, mais ça sera plus ou moins la même chose. Et donc on voit qu'avec un petit budget, un 50 mm, c'est dans les 110, 120 euros. Avec un petit budget, on peut avoir une vraie qualité pro. Avec le fait que l'objectif ouvre à 1,8, permet d'avoir une netteté concentrée sur le regard du sujet et d'avoir un flou arrière vigoureux. Donc encore une fois, le 50 mm, c'est une optique qui n'est pas chère et qui permet de faire de très belles choses avec un budget raisonnable. Alors, choisir une bonne focale, ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir ajuster ses plans, ajuster son cadrage pour qu'il y ait une bonne circulation du regard dans l'image. Ça, c'est important. Quand on fait sa photo, il faut toujours penser à la façon dont le regard va circuler dans l'image. Il faut que la circulation du regard soit naturelle, qu'il n'y ait pas de zone inutile. Alors, ici, on va avoir deux éléments importants. La tour Eiffel, la personne qui marche. Donc il va falloir mettre l'accent sur ces deux éléments. Pour amener le regard sur ces deux éléments, j'ai profité des lignes de fuite des damiers posés sur le sol. Donc finalement, le regard naturellement rentre sur le côté gauche ou sur le côté droit, par le bas. Il monte vers cette zone. Et après, il va se disperser sur le bord gauche et sur le bord droit en hauteur. J'ai fait une petite modification de retouche. J'ai rajouté un peu de vignotage sur les bords afin de fermer mon cadrage. Alors ça, c'est un truchement parce que ce n'était pas à l'origine. C'est-à-dire que dans un logiciel de retouche image, j'ai volontairement assombri les coins de mon image afin d'empêcher le regard de sortir de ma photo. Alors ça, c'est intéressant parce que cette percée de lumière dans le ciel introduit un peu de relief. Parce que s'il n'y avait pas cette percée de lumière, on aurait un bleu uniforme qui serait peut-être moins percutant, un peu plus maussade et qui donnerait une image plus plate. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. La tour Eiffel seule créerait une photo peut-être trop statique. Le sujet en mouvement apporte de la mobilité et l'éclaircie aussi apporte de la profondeur à l'image. Donc quand on pense au cadrage, il faut aussi regarder ce qui se passe dans l'image, les sujets qui bougent, les choses qu'on peut intégrer et comment les intégrer. Là, c'est pareil, c'est une photo qu'on a déjà vue tout à l'heure. Si je m'étais avancé très près du point de vue, je n'aurais pas eu les colonnes. J'aurais photographié uniquement l'arrière-plan. Et les colonnes, en fait, introduisent de la profondeur dans mon image. Parce que sur place, je vois cette profondeur, mais une fois que la photo a été faite, ça aplatit un petit peu, en fait, les reliefs. Il y a un côté un peu aplati. Donc le fait d'introduire un premier plan dans mon image donne de la profondeur à la perspective. Et le regard circule naturellement dans cette perspective. On a les deux éléments principaux, qui sont situés d'ailleurs plutôt sur les côtés. C'est pas toujours, on a souvent tendance à me dire qu'il ne faut pas centrer son sujet. Alors la tour Eiffel tout à l'heure était centrée, parce qu'on était dans une recherche un peu géométrique, de perspective un peu géométrique. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va exprès décentrer son sujet. Les deux points forts de l'image sont décentrés et ils sont bordés par des lignes qui glissent le regard le long de l'image
de façon assez naturelle. Là, par exemple, la branche qui est ici permet de combler cette zone qui sans ces feuilles, serait un peu vide.